Une femme épuisée monta dans la mauvaise voiture à minuit. Il la regarda dormir 40 minutes en silence. Quand elle se réveilla, paniqué, il leva les deux mains et dit « Restez tranquille, je vous explique. Laissez un like, un commentaire, et voilà notre histoire. » René Cavalier ne se souvenait plus exactement de la dernière fois où il avait attendu quelqu'un sans consulter son téléphone au moins une fois par minute. Ce soir-là, il avait déjà regardé l'écran 17 fois. Il avait compté par habitude ou par déformation professionnelle, impossible à dire. Garé en face d'un immeuble commercial de la rue de Bercy, dans le 12e arrondissement, il gardait les mains sur le volant de son Toyota Corolla noir, même si le moteur était coupé. 23h40, l'heure à laquelle Paris ne dormait pas encore vraiment, mais commençait à baisser la voix. Il avait 44 ans, 155 employés, un chiffre d'affaires annuel de 22 millions d'euros, un bureau au 22e étage d'une tour de la Défense, d'où l'on voyait la ville entière se déployer comme une maquette de luxe. Et ce soir, il attendait un associé qui venait de lui envoyer un message de 3 mots. « Désolé. Ce soir impossible, sans majuscule, sans explication. » René avait relu le message 2 fois, posé le téléphone sur le siège passager et regardé la façade vide de l'immeuble en face. Il n'était pas surpris, il n'était même pas irrité, ce qui était peut-être le signe le plus inquiétant, cette absence totale de réaction face à une annulation, comme si les déceptions avaient fini par se fondre dans la texture ordinaire des journées. 2 ans plus tôt, il aurait rappelé immédiatement, aurait exigé une date de remplacement, aurait transformé la contrariété en énergie productive. Ce soir, il regardait juste les reflets des lampadaires sur le bitume mouillé et ne ressentait rien de particulier. Ce vide, cette incapacité à être surpris par quoi que ce soit, avait commencé 6 ans auparavant, dans un couloir d'hôpital, un mercredi de novembre, quand un médecin aux yeux fatigués avait prononcé des mots que René entendait encore parfois la nuit, nets comme une lame, dans ce silence particulier qui précède le réveil. Depuis, il avait appris à occuper chaque silence avec du travail, des appels à 6 heures du matin, des réunions qui s'enchaînaient sans pause déjeuner, des voyages d'affaires annoncés la veille à Lucas avec un geste vague et une promesse de cadeau au retour. Des nuits passées à revoir des bilans sur l'écran bleuté de son ordinateur pendant que son fils dormait dans la chambre du fond, sous la garde d'une babysitter qui changeait tous les 3 mois parce qu'une babysitter qui reste, c'est une présence que l'on finit par reconnaître, et reconnaître la présence de quelqu'un dans la maison impliquait de reconnaître l'absence de quelqu'un d'autre. Lucas avait 12 ans maintenant. Il grandissait dans un appartement haussmannien de 160 mètres carrés au bord du Trocadéro, entouré de livres, d'une console de jeux et d'un père présent physiquement 2 ou 3 soirs par semaine, quand les réunions le permettaient. René aimait son fils d'un amour immense et maladroit, le genre d'amour qui se manifeste par des inscriptions dans les meilleures écoles et des baskets commandées avant même que l'ancienne paire soit usée, mais rarement par une présence assise sur le bord du lit, sans téléphone, sans ordre du jour, juste là. Il le savait. Il se le reprochait vaguement, dans les rares instants où la journée lui laissait un espace pour penser à autre chose qu'aux transactions en cours. Puis il relançait le prochain dossier et l'inconfort se dissolvait dans l'urgence. Ce soir-là, garé seul dans l'obscurité de la rue de Bercy, René Cavalier ressemblait moins à un homme d'affaires de 44 ans qu'à quelqu'un qui ne savait plus très bien quoi faire de lui-même quand personne ne lui demandait rien. Il allait démarrer et rentrer quand la portière arrière s'ouvrit. Il se figea. Une jeune femme monta sans un mot. Elle portait encore son tablier de travail plié sur les genoux, un petit carnet de commandes, dépassant de la poche de son jean, les cheveux ramassés en chignon haut qui se défaisaient légèrement sur les tempes. Elle laissa tomber son sac à côté d'elle sur le siège, posa la tête contre la vitre froide et murmura une adresse à Saint-Denis d'une voix tellement basse qu'on aurait dit qu'elle parlait dans son sommeil, parce que c'est exactement ce qu'elle était en train de faire, à quelques secondes près. René resta immobile, les mains sur le volant, les yeux fixés sur le rétroviseur intérieur. Il la reconnut presque immédiatement. Le tablier.
Les ballerines usées sur les bords, visibles dans l'angle du miroir. Ce chignon exactement. À 12h30, dans la salle du bistrot de la famille, près du marché d'Aligre, où il avait déjeuné avec un client, elle l'avait servi avec cette façon particulière de poser les assiettes sans faire de bruit, de vérifier discrètement si les verres étaient vides sans interrompre la conversation en cours, de sourire aux questions des clients comme si chaque question était vraiment intéressante. Il avait remarqué, comme il remarquait toujours les gens qui faisaient leur travail avec une précision silencieuse. Il n'y avait plus pensé depuis. Maintenant, elle était là, dans son siège arrière, et elle dormait. René ne bougea pas pendant 30 secondes exactement. Il comptait sans le vouloir. C'était une chose qu'il faisait depuis toujours, dans les situations qui nécessitaient une décision, compter pour gagner du temps, pour laisser les options s'ordonner. 1, 2, 3. Il pouvait la réveiller. C'était la chose évidente, la chose normale. Elle avait confondu sa voiture avec un Uber, c'était clair. Et la solution était simple. Taper légèrement sur l'épaule, dire doucement « Excusez-moi », laisser la confusion s'installer sur son visage, expliquer, 30 secondes d'embarras pour tout le monde et l'affaire était réglée. 4, 5, 6. Il regardait ses épaules. La façon dont elle s'était relâchée au moment exact où elle avait fermé les yeux, ce relâchement total, presque violent, du corps qui cède parce qu'il n'a plus la force de tenir. Le carnet de commandes dans la poche, les mains posées à plat sur le tablier plié, paume vers le ciel, comme celle de quelqu'un qui a rendu les armes après une longue bataille. Les cernes bleues visibles même dans la lumière indirecte des lampadaires. Le col de son t-shirt légèrement froissé, de la façon propre aux journées, qui durent plus de 12 heures. Ce n'était pas de la fatigue ordinaire, c'était de l'épuisement. C'était quelque chose que le corps porte sur la durée et qui finit par s'inscrire dans la manière même de respirer, dans ce souffle légèrement lourd, légèrement douloureux, de quelqu'un qui ne se repose jamais vraiment, pas même la nuit. René connaissait cet épuisement-là. Pas le sien, lui. Il avait appris à le masquer sous la caféine et les agendas blindés, mais il le reconnaissait chez les autres avec une précision étrange, comme si une partie de lui était restée en alerte pour repérer chez autrui ce qu'il refusait de voir en lui-même. 20, 21, 22. Il démarra le moteur très doucement. Il ne la réveillerait pas maintenant, pas cette nuit. Il conduirait jusqu'à Saint-Denis. Et il trouverait bien un moment pour lui parler quand elle se réveillerait d'elle-même, dans un quart d'heure, dans 20 minutes, le temps qu'il fallait. Il n'y avait aucune raison sensée à ce choix, il le savait. C'était irrationnel, peut-être même stupide, mais il restait là une certitude tranquille et inattendue. Réveiller cette femme maintenant, c'était voler quelque chose à quelqu'un qui n'avait plus rien à donner ce soir-là. Il éteignit la radio avant même d'avoir pensé à l'allumer. Passa la première, sortit doucement de sa place de stationnement dans la rue déserte. Le trajet durerait 40 minutes, peut-être un peu moins. Les avenues étaient presque vides. Paris respirait lentement. Les feux passaient au vert avec une régularité apaisante qu'on n'observait jamais aux heures de pointe. René conduisait à allure modérée, peut-être juste pour éviter les secousses des pavés inégaux du quai. Il ne voulait pas qu'elle se réveille dans un virage. Il jeta un œil au rétroviseur toutes les 2 ou 3 minutes. Elle ne bougeait presque pas, juste la légère oscillation du buste à chaque respiration, le front toujours contre la vitre, les cils immobiles dans la lumière diffuse des rues. Une fois, elle déplaça la main gauche sur ses genoux dans un geste lent, automatique, celui de quelqu'un qui cherche quelque chose dans son sommeil sans savoir quoi. Puis, la main s'immobilisa de nouveau. René traversa le pont d'Austerlitz. Les lumières du quai se réfléchissaient sur la Seine en longues traînées dorées et orangées, mouvantes à la surface de l'eau noire. Il ne s'arrêta pas pour regarder, il ne s'arrêtait jamais pour regarder. Mais il remarqua quand même que c'était beau, d'une façon inutile et discrète, le genre de beauté qu'on oublie de voir quand on est toujours pressé, ce qui voulait dire qu'il ne la voyait presque plus jamais. 6 ans auparavant, Isabelle et lui avaient marché sur ce quai un soir de juin, Lucas entre eux, encore petit, qui réclamait à voir les péniches passer. Ils s'étaient arrêtés au milieu du pont. Isabelle avait posé les 2 mains sur la rambarde et levé le visage vers le ciel, comme si elle voulait vérifier quelque chose d'important.
Il lui avait demandé ce qu'elle regardait. Elle avait souri sans répondre. Il n'avait pas insisté. Il aurait dû insister davantage, sur beaucoup de choses. Le GPS indiqua une sortie à droite. René tourna, traversa des rues plus étroites, moins éclairées, des façades d'immeubles des années 70 avec des halls entr'ouverts sur des boîtes aux lettres métalliques. Le quartier changeait de texture. Moins de vitrines lumineuses, plus de rideaux de fer baissés, quelques lampadaires absents, remplacés par l'obscurité discrète d'une rue endormie. Il observait sans jugement, avec cette attention automatique qu'il appliquait à tout territoire qu'il traversait, qu'il soit à vendre ou non. Il était à 2 rues de l'adresse indiquée quand le téléphone de Daniel sonna. La sonnerie explosa dans le silence du véhicule, comme une alarme de sécurité. Dans le rétroviseur, René vit la jeune femme sursauter. Les yeux s'ouvrirent d'un coup, la main chercher l'appareil en tâtonnant avec des gestes encore raides de sommeil. Elle décrocha d'instinct avant même d'être tout à fait éveillée. « Oui, oui, je suis là, je suis presque. » Elle s'arrêta, regarda autour d'elle, l'intérieur du véhicule, le tableau de bord qu'elle ne reconnaissait pas, le ciel sombre derrière des vitres inconnues, l'odeur du café froid et du cuir propre, pas l'odeur habituelle des Uber de nuit. Et dans le rétroviseur, le regard d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Les mains de René étaient sur le volant. Il les garda là, parfaitement immobiles. Il entendit la respiration de Daniel changer, s'accélérer d'un coup, ce basculement brutal d'un corps qui passe de l'inconscience à l'alerte maximale en une fraction de seconde. Elle recula contre la portière. Sa voix, au téléphone, se tut complètement. L'appareil resta dans sa main, mais plus contre l'oreille. « Qui êtes-vous » dit-elle, et sa voix était basse et tendue comme un câble. René stoppa le véhicule immédiatement. Pas un frein brutal, une décélération progressive, contrôlée le long du trottoir. Il coupa le moteur, leva les 2 mains, paumes tournées vers elle, bras légèrement écartés, dans ce geste universel qui signifie une seule chose. « Je ne suis pas une menace. »« Restez tranquille, » dit-il. « Je vous explique. » Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste avec des gestes lents, délibérés, comme on manipule quelque chose de fragile en présence de quelqu'un qui a toutes les raisons de ne pas faire confiance. Il le posa sur le repose-bras central, écran vers le haut, sans le tenir, sans en faire quoi que ce soit. Juste le poser là, à portée de vue des deux, comme une pièce à conviction neutre sur une table de négociation. « Vous avez confondu ma voiture avec votre Uber, » dit-il. Sa voix était posée, pas douce, posée, nuancée, différente, celle d'un homme habitué à parler dans des pièces où les erreurs coûtent cher et où la précision des mots importe. Vous êtes monté pendant que j'attendais quelqu'un. Vous avez donné une adresse à Saint-Denis. Vous vous êtes endormi avant que j'aie eu le temps de vous dire quoi que ce soit. Daniel regardait l'écran du téléphone sans le toucher. L'application de transport affichait la course annulée. L'heure, l'adresse de prise en charge, la rue de Bercy à 10 mètres de là où elle était descendue du bistrot par l'entrée de service 35 minutes plus tôt. Elle reconnut l'adresse, elle reconnut l'heure. Elle ne dit rien pendant quelques secondes qui parurent beaucoup plus longues qu'elles n'étaient. « J'aurais dû vous réveiller immédiatement, » continua René. « Je ne l'ai pas fait. » Une pause. « Je m'en excuse. » Il n'ajouta rien. Il ne chercha pas à combler le silence avec des explications supplémentaires, des justifications, des détails qui auraient peut-être convaincu, mais qui auraient aussi sonné comme de la plaidoirie. Il dit ce qu'il avait à dire et il attendit, les mains toujours visibles sur le rebord du volant, le regard dans le rétroviseur sans insistance, laissant à Daniel l'espace de décider elle-même ce qu'elle voulait en faire. Daniel respirait encore vite. Son cœur battait fort, elle le sentait dans ses tempes, dans ses mains serrées sur son téléphone. Mais le cœur qui bat fort, ce n'est pas la même chose que le danger. Elle avait appris la différence au fil des années, à force de nuits tardives, de trajets seuls après minuit, de ce calcul silencieux que les femmes font constamment dans les espaces qu'elles ne contrôlent pas. Elle recalculait maintenant, méthodiquement, malgré la fatigue et la montée d'adrénaline. Il n'avait pas bougé de son siège. Les 2 mains étaient restées en vue depuis le moment où elle s'était réveillée. Il avait stoppé le véhicule sans brusquerie, sur le bord du trottoir, pas dans une ruelle, pas dans un endroit isolé.
Le portail de son immeuble était là. Elle le voyait, elle le reconnaissait. Le code et l'interphone jaune et les boîtes aux lettres métalliques avec le numéro 2 en chiffres noirs. Tout était là à 3 mètres exactement. Sa porte de sortie était littéralement devant elle. Et l'homme dans le rétroviseur avait une façon de regarder qui ne ressemblait pas à celle d'un homme qui cherche à faire du mal. Il avait l'air épuisé, lui aussi. Il avait l'air de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision en pensant bien faire et qui le sait parfaitement. « Votre immeuble est là », dit-il, comme s'il avait suivi le même raisonnement qu'elle. Il désigna le portail d'un mouvement de tête discret. « Je ne démarrerai pas avant que vous soyez à l'intérieur. » Daniel ouvrit la portière. Elle descendit sans un mot supplémentaire, son sac sur l'épaule, le tablier toujours plié sous le bras. Elle marcha jusqu'au portail, composa le code, poussa le battant. Elle n'avait pas regardé en arrière, pas une seule fois par principe, parce que regarder en arrière dans ce genre de situation, c'est donner quelque chose que l'on ne récupère pas facilement. Elle monta l'escalier sans allumer la minuterie pour économiser les 2 secondes d'attente, trouva sa clé dans la poche de son sac à la 3e tentative, entra chez elle, referma à double tour et s'adossa à la porte dans le noir de l'entrée. Elle resta là 20 secondes à écouter le silence de l'appartement. 47 mètres carrés qui sentaient le médicament de sa mère et le basilic qu'elle avait oublié d'arroser depuis 4 jours. La fenêtre de la chambre donnait sur la rue. Elle alla l'allumer, non pas parce qu'elle avait besoin de lumière, mais parce que c'était la chose à faire, refermer ce bout de récit correctement. En bas, le Toyota Corolla noir ne bougea pas. Elle l'observa depuis le bord de la fenêtre, légèrement en retrait pour ne pas être vue. Le véhicule restait garé le long du trottoir, moteur éteint, sans signe de mouvement. Elle aurait pu trouver ça inquiétant. Elle le trouva, contre toute logique, étrangement honnête. Il avait dit qu'il attendrait. Il attendait. C'était une chose simple, et les choses simples tenues étaient devenues suffisamment rares pour qu'elle les remarque. Quelques secondes après que la lumière eut filtré entre ses volets, le moteur s'alluma en bas. Les phares s'allumèrent. Le Corolla s'éloigna lentement dans la rue déserte et tourna au coin sans accélérer. Daniel laissa retomber le rideau. Elle n'alla pas se coucher immédiatement. Elle fit du thé qu'elle ne but qu'à moitié, debout dans la cuisine minuscule, le dos contre l'évier, les yeux dans le vague. L'adrénaline redescendait, laissant place à cette fatigue particulière des fins de nuit trop longues, ce sentiment d'avoir le corps lourd et la tête étrangement légère en même temps. Elle avait travaillé 18 heures. Elle avait cuidé sa mère avant l'aube. Elle avait souri à 60 tables. Elle avait failli monter dans le mauvais Uber et s'était endormie dans la voiture d'un inconnu à minuit. Ce n'était pas ça qui l'empêchait de dormir, c'était le reflet dans le rétroviseur. Ce visage qu'elle avait regardé à peine 2 ou 3 secondes, mais qui s'était gravé avec une netteté bizarre dans sa mémoire fatiguée, les traits tirés, les yeux qui ne souriaient pas même quand la voix était calme, cette tension particulière des gens qui portent quelque chose de lourd, depuis si longtemps qu'ils ne savent plus qu'ils le portent. Elle reconnaissait ce genre d'épuisement. Elle le connaissait de l'intérieur. Elle finit par s'allonger à 2 heures passées, sans avoir vraiment déposé le poids de la journée, et dormit d'un sommeil plein de fragments, sans queue, ni tête. 3 jours passèrent. Des journées ordinaires, identiques à toutes les autres. Levé à 5 heures, médicaments de sa mère, petit déjeuner vite avalé, trajet en métro avec les travailleurs du matin qui dormaient assis, service du midi, service du soir, les pieds qui chauffaient dès la 14e heure, les sourires qui devenaient un peu plus coûteux vers 21 heures, mais qui coûtaient quand même, parce que Daniel Moreau n'avait jamais su faire autrement. Ce jeudi-là, à 13 heures passées, elle prenait la commande de la table 7 quand elle leva les yeux vers la porte et reconnut l'homme. Il n'avait pas de tablette, pas de téléphone à la main, pas l'air de quelqu'un qui attend un client pour un déjeuner d'affaires. Il portait un manteau sombre, ouvert sur une chemise sans cravate, les mains dans les poches, et il regardait la salle avec l'air de quelqu'un qui cherche quelque chose de précis parmi les tables disponibles. Quand son regard croisa le sien, il s'arrêta une fraction de seconde. Pas de surprise, juste une reconnaissance calme, puis il attendit qu'elle finisse de noter la commande avant de s'approcher de l'hôtesse. Il demanda « la table 12 ». La table 12 était dans la section de Daniel.
Elle le servit comme elle servait tout le monde, sans commentaire, sans référence à la nuit de lundi, avec cette efficacité précise qui était sa façon naturelle d'occuper l'espace de travail. Elle prit sa commande, apporta l'eau, revint avec l'assiette dans les délais habituels. La salle était à moitié pleine, le service tournait bien, elle n'avait pas de raison de s'attarder. C'est au moment de déposer l'addition qu'elle vit le billet. Il était plié sous le porte-monnaie, distinct du règlement. Une feuille arrachée proprement au carnet qu'il avait dans sa poche de manteau. Quelques lignes à l'encre bleue, une écriture régulière et légèrement inclinée. Celle d'un homme qui a appris à écrire vite et à la main dans des réunions où les stylos servaient encore à quelque chose. Laissez-moi vous rembourser le trajet Uber que vous n'avez pas pu prendre. Ce n'est que juste. Daniel lut le billet 2 fois. Elle remarqua qu'il avait réglé l'addition, laissé un pourboire correct et quitté la salle sans attendre de réponse, avec cette façon discrète de sortir qui évitait de mettre quelqu'un dans l'embarras de devoir répondre en public. Elle tint le billet un moment dans la main derrière le comptoir, pendant que sa collègue Yasmina débarrassait la table 12 avec l'efficacité d'une habitude bien rodée. Puis, elle alla dans l'arrière-salle, sortit son propre carnet de son tablier et répondit « Ce n'était pas votre faute, mais merci quand même ». Elle glissa sa réponse dans l'enveloppe avec l'argent exact qu'il avait laissé et demanda à l'hôtesse de la donner si l'homme repassait. Il revint le lendemain, et le surlendemain, et 2 jours après encore. La 4e fois, c'était un mardi moins chargé, l'heure creuse entre le service du midi qui se terminait et celui du soir qui n'avait pas encore commencé. Daniel essuyait les tables du fond quand il arriva, s'installa à la table 12 de lui-même sans attendre l'hôtesse et commanda simplement un café et un verre d'eau. Elle apporta le café. Il dit merci. Elle allait repartir quand il dit, sans insistance, posant la tasse sur la soucoupe, « Vous travaillez depuis combien de temps ici ?» Ce n'était pas une question de séduction. Ce n'était pas une question de politesse non plus, du genre qu'on pose pour meubler le silence et qui n'attend pas vraiment de réponse. C'était la question de quelqu'un qui voulait savoir, simplement, sans stratégie. Daniel s'arrêta. « 5 ans, dit-elle. Il hocha la tête. Ça se voit. Elle ne sut pas immédiatement si c'était un compliment ou une observation. Elle décida que c'était les deux. « Vous êtes de la Défense ?» dit-elle. C'était sorti sans calcul. Juste la curiosité naturelle qui filtre parfois malgré soi, surtout avec les gens qui ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'ils semblent être. Il leva les yeux. « Pourquoi la Défense ?» Votre façon de regarder la salle quand vous êtes entré la première fois. Elle ne savait pas très bien comment expliquer ça. Les gens qui viennent de la Défense regardent tous les espaces en évaluant si les mètres carrés sont bien utilisés. Il y eut un silence. Puis quelque chose bougea sur son visage. Pas un sourire exact, mais la forme de ce que le sourire laisse derrière lui quand il ne s'est pas encore tout à fait décidé à paraître. « 22e étage, dit-il. Cavalier immobilier. » Elle acquiesça comme si c'était une information qu'elle rangerait quelque part, sans urgence. « Je m'appelle Daniel. »« Je sais, dit-il. » Et devant son regard, il ajouta « Le badge sur votre tablier. » Elle baissa les yeux. Le petit badge plastifié avec son prénom en lettres noires. Elle l'avait mis là le premier jour et n'y avait plus jamais pensé. « René, dit-il. » Elle repartit débarrasser une autre table. Mais quelque chose dans la salle s'était légèrement déplacé, une infime variation dans l'atmosphère, imperceptible à quiconque d'autre, du genre que l'on ressent dans les premières pages d'un livre quand on comprend que les 2 personnages qui viennent de se parler pour la première fois vont se revoir, même si personne ne l'a encore dit. René resta 40 minutes ce jour-là. Il ne vérifia pas son téléphone une seule fois pendant qu'elle passait à portée de vue. Elle remarqua. Elle n'en dit rien. Il revint 3 fois la semaine suivante. Pas chaque jour, ce n'était pas le rythme d'un homme qui cherche à impressionner, qui installe une présence régulière pour signaler quelque chose. C'était le rythme d'un homme qui a pris une habitude sans trop savoir comment, qui se retrouve à traverser le 12e arrondissement dans sa direction plutôt que dans celle du 16e, parce que les jambes prennent parfois des décisions avant que la tête ait eu le temps de poser la question. Il commandait peu, un café, une soupe du jour, parfois le plat du midi s'il arrivait avant 14 heures.
Il mangeait sans se presser, ce qui était visible, parce que la plupart des gens qui déjeunaient seuls au bistrot de la famille mangeaient avec cette façon comprimée d'avaler les repas que donnent les agendas trop chargés, les bouchées rapides entre deux regards au téléphone, l'addition demandée avant d'avoir fini le dernier verre. René, lui, posait son téléphone à l'envers sur la table dès qu'il s'asseyait. Daniel l'avait noté la 3e fois, parce que c'était suffisamment inhabituel pour que l'œil s'y accroche. Ce n'étaient pas encore des conversations à proprement parler. C'étaient des échanges courts, prélevés sur les intervalles du service. 2 ou 3 phrases quand elle apportait quelque chose, une question ici, une réponse là, des morceaux décousus qui ne formaient pas encore un récit, mais qui s'accumulaient avec la logique silencieuse des choses qui construisent quelque chose sans qu'on leur en ait donné l'ordre. Elle apprit qu'il buvait son café sans sucre, mais avec un peu trop de lait, pour que ce soit encore vraiment du café noir, ce qui lui disait quelque chose sur les demi-mesures, sur les hommes qui ne se donnent jamais tout à fait la permission d'aller jusqu'au bout d'une chose. Elle apprit qu'il ne regardait jamais le menu, qu'il demandait toujours ce qu'il y avait de fait maison ce jour-là, comme si la réponse lui importait davantage que le choix lui-même. Elle apprit que quand il était concentré sur quelque chose, le fond de sa tasse, la rue derrière la vitre, il avait une petite ride verticale entre les sourcils qui disparaissait complètement quand il relevait les yeux vers elle. Lui apprenait d'autres choses, plus fragmentaires encore, que Daniel portait toujours une petite marque de stylo bleu sur l'intérieur du poignet gauche, là où elle notait les choses urgentes avant d'ouvrir son carnet. Que quand le service était intense et qu'elle devait traverser toute la salle rapidement, elle ne se déplaçait jamais en ligne droite. Elle connaissait chaque table, chaque chaise légèrement déplacée, chaque client qui allait tendre le bras au mauvais moment, et elle anticipait tout ça avec une fluidité qui ressemblait à de la chorégraphie, mais qui n'était que de l'expérience pure. Que son sourire avec les clients difficiles était légèrement différent de son sourire avec les clients simples, pas faux. Jamais faux, mais plus construit, plus patient, posé sur le visage avec une intention visible que seul quelqu'un qui regardait vraiment pouvait distinguer. Il regardait vraiment. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait décidé. C'était quelque chose qui s'était passé sans sa permission, de la même façon que l'on commence à entendre le bruit d'une horloge dans une pièce silencieuse. Pas parce qu'on a choisi de l'écouter, mais parce qu'à un certain moment, le silence est suffisamment profond pour laisser entrer les sons que l'on ignorait d'habitude. La 5e semaine, un mercredi en fin d'après-midi, le ciel s'ouvrit sur la rue du Faubourg Saint-Antoine avec une brutalité particulièrement mal choisie. Ce n'était pas la pluie douce de novembre qui mouille les manteaux lentement et poliment, c'était une pluie de mars décidée, verticale, qui transformait les trottoirs en miroirs gris en moins de 3 minutes et faisait reculer les passants sous les auvents des commerces avec des regards offensés vers le ciel. La coupure de courant toucha tout le quartier à 19h20. Le bistrot de la famille se retrouva dans une obscurité totale, pendant 10 secondes. Le temps que les bougies de secours soient allumées sur les tables, puis dans une lumière jaune et vacillante, qui n'était pas désagréable en soi, mais qui rendait impossible la gestion des commandes en cours, le fonctionnement de la caisse, la cuisson de 3 plats qui attendaient dans une cuisine désormais sans hotte ni plaques électriques. Patrick, le patron, fit le tour des tables avec son calme habituel, celui des hommes qui ont géré suffisamment d'imprévus pour ne plus perdre de temps à s'en offusquer, et annonça que le service était suspendu pour ce soir, que tout était offert pour ceux qui avaient déjà commencé à manger, et que le reste pouvait rentrer chez soi. Daniel ferma à 20 heures passées, après avoir aidé à couvrir les tables et à ranger ce qui devait l'être à la lumière d'une lampe torche. Elle enfila son manteau dans l'arrière-salle, noua son écharpe, glissa son carnet dans son sac et sortit par l'entrée principale dans le couloir de pluie qui s'était installé sur le trottoir, comme une présence permanente. L'arrêt de bus était à 100 mètres. Elle y alla d'un pas rapide, les épaules rentrées, les yeux mi-clos contre les gouttes. L'abribus était déjà occupé par 4 personnes silencieuses, qui regardaient leur téléphone sous la lumière froide de l'abri. L'application lui indiqua 22 minutes d'attente. Elle souffla doucement.
22 minutes dans le froid humide d'un mercredi de mars, après 9 heures de service et la nuit qui avait commencé à 5 heures du matin avec les médicaments de sa mère et le lait réchauffé et la liste de courses à faire avant le week-end. Ce n'était pas de la plainte. C'était juste le décompte silencieux d'une journée qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Ce calcul automatique que font les gens dont chaque heure a un coût et qui ont appris à tenir la comptabilité de leur propre énergie avec la précision des gens qui ne peuvent pas se permettre d'être à découvert. Elle entendit le moteur avant de voir les phares. Le Corolla noir ralentit le long du trottoir, s'arrêta à sa hauteur. La vitre côté passager descendit. René la regarda depuis le siège conducteur avec cette expression qui ne promettait rien et ne demandait rien, juste disponible, dans l'espace. « Je peux te déposer ?» C'était la première fois qu'il la tutoyait. Il semblait ne pas l'avoir prévu lui-même. Il y eut une fraction de seconde où quelque chose passa sur son visage, une légère hésitation rétrospective, mais il ne se rétracta pas, ne corrigea pas. Il attendit simplement. Daniel le regarda la pluie. Regarda le panneau d'affichage de l'abribus qui indiquait toujours 22 minutes. « Cette fois tu es réveillé pour prendre la décision, dit-il, et dans sa voix il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas encore entendu, une légèreté sèche et inattendue, l'humour de quelqu'un qui ne l'exerce presque plus et qui s'en étonne lui-même. Elle rit. Ce fut bref, involontaire, le genre de rire qui sort avant qu'on ait pu décider s'il était approprié. Elle monta. Ils roulèrent en silence pendant les premières minutes. La pluie tambourinait sur le toit avec régularité. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un rythme lent et presque métronome. Les rues brillaient sous les phares. René conduisait les deux mains sur le volant, les yeux sur la route, sans forcer la conversation, et Daniel se rendit compte qu'elle appréciait ça, cette façon de ne pas transformer le silence en quelque chose qu'il fallait remplir, comme si l'espace entre deux personnes avait le droit d'exister sans être immédiatement meublé. « Ta mère va bien ?» dit-il au bout de quelques minutes. Elle tourna la tête vers lui. Il gardait les yeux sur la route. « Tu sais, pour ma mère, tu as mentionné une fois qu'elle attendait ses médicaments avant que tu partes le matin. » Il ne précisa pas quand, ni dans quel contexte, juste ce fait posé là, simplement, sans en faire quoi que ce soit de plus grand que ce que c'était. « Je n'ai pas demandé parce que ce n'était pas le moment. » Daniel regarda par la vitre. Les immeubles défilaient, trempés, les enseignes dégoulinant de lumière réfléchie sur l'asphalte. Alzheimer, début. Elle dit ça avec la concision de quelqu'un qui a prononcé ces mots suffisamment de fois pour en avoir poncé les aspérités, pour ne plus les laisser accrocher. Pour l'instant, elle se repère encore, la plupart du temps. René hocha la tête. Il ne dit pas « je suis désolé », cette formule si automatique qu'elle ne coûte plus rien, et ne donne plus rien non plus. Il ne dit rien du tout pendant un moment, et ce rien avait plus de poids que n'importe quelle réponse convenue. « Il y a une boulangerie ouverte avenue d'Omsnil », dit-il ensuite, avec ce même ton neutre qui ne proposait pas vraiment mais qui laissait une porte entr'ouverte. « Si tu n'as pas mangé. » Elle n'avait pas mangé. Le service avait été coupé avant qu'elle ait pu prendre sa pause habituelle. « D'accord, » dit-elle. La boulangerie s'appelait Chez Margot et aurait dû être fermée à cette heure-là si Margot elle-même n'avait pas eu l'habitude de prolonger jusqu'à 21 heures les soirs de mauvais temps, par une philosophie simple et profondément parisienne, selon laquelle les gens mouillés méritaient du pain chaud. Il y avait 2 petites tables en bois clair contre le mur du fond, un comptoir en faïence crème, l'odeur dense et enveloppante de la farine travaillée qui imprègne les murs des boulangeries artisanales et ne ressemble à rien d'autre au monde. Ils prirent 2 pains au fromage sortis du four 20 minutes plus tôt, encore tiède, la croûte légèrement dorée qui craquait sous les doigts, le fromage fondu formant de petites poches creuses à l'intérieur, et 2 cafés au lait dans des bols épais que Margot posa sur le comptoir sans cérémonie, avec 2 serviettes en papier pliées en triangle. Ils s'assirent à la table du fond. La pluie continuait dehors, visible à travers la vitrine embuée. Une radio diffusait en sourdine quelque chose d'instrumental, à peine audible. Margot essuyait ses plateaux derrière le comptoir sans leur prêter attention, dans cette façon magnifique des commerçants de quartier d'être présents
sans être intrusif. Daniel mordit dans le pain au fromage. La pâte cédait juste comme il fallait, tiède et légèrement élastique, le goût rond et simple de quelque chose fait sans complication et sans prétention. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, pas dramatiquement, juste cette pause minuscule que fait le corps quand quelque chose de bien lui arrive et qu'il veut en prendre la mesure. « C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des jours », dit-elle. René regarda son propre pain au fromage. Il en prit une bouchée. Quelque chose dans son expression changea légèrement. Pas une révélation, pas une transformation spectaculaire, juste ce relâchement infime des traits d'un visage qui se souvient, brièvement, que manger peut être autre chose qu'une nécessité logistique. Ils parlèrent, pas des grandes choses, pas encore. Ils parlèrent du quartier, de l'avenue d'Omsnil, que René connaissait professionnellement pour ses immeubles, et que Daniel connaissait pour ses marchés, du bruit particulier de la pluie sur les toits en zinc, qui était différent de la pluie sur le béton, du fait que les cafés au lait dans les bols épais avaient un goût que les tasses fines ne reproduisaient jamais exactement, et que personne n'avait jamais su expliquer pourquoi. Daniel parla de sa sœur, Estelle, 23 ans, qui faisait une licence d'art appliquée à Lyon et appelait le dimanche soir avec cette façon d'avoir besoin d'aide sans savoir encore demander clairement, ce qui revenait au même dans les faits, mais prenait plus de temps à démêler. Elle en parlait sans amertume, avec cette affection légèrement ironique des aînés qui ont assumé tôt des responsabilités qu'elles n'avaient pas choisies et qui ont fini par les incorporer dans leur définition d'elles-mêmes, au point de ne plus distinguer ce qui est charge et ce qui est amour. René l'écouta sans interrompre. Il avait les deux mains autour de son bol, les yeux posés sur elle avec une attention tranquille, qui n'était ni le regard de quelqu'un qui attend son tour de parler, ni celui de quelqu'un qui enregistre des informations à réutiliser. C'était simplement quelqu'un qui écoutait, vraiment, ce qui était devenu suffisamment rare pour que ce soit perceptible. « Et toi ?» dit-elle. « Lucas. » Il y eut une toute petite hésitation. Pas de la réticence exactement, plutôt ce temps que prennent certains sujets avant de s'articuler, comme si les mots avaient besoin d'un ajustement particulier pour sortir correctement. 12 ans. René posa son bol sur la table. Il grandit vite. Trop vite, et moi je suis souvent, il chercha, ailleurs, même quand je suis là. Ce n'était pas une confession calculée. C'était la formulation la plus précise d'une réalité qu'il n'avait peut-être jamais dite à voix haute de cette façon, avec cette netteté simple et un peu douloureuse des choses que l'on reconnaît quand on les entend enfin sortir de soi. Daniel ne dit pas que c'était normal, ni que ça allait s'arranger. Elle dit « Il le sait ». « Que tu es là quand même ?» René la regarda. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. La réponse resta dans l'air entre eux, sans être jugée, sans être réconfortée artificiellement, juste posée là, dans la chaleur simple de la boulangerie, sous la pluie de mars, dans la lumière chaude et un peu inégale du néon derrière le comptoir. Ce fut seulement en rentrant dans sa voiture, 45 minutes plus tard, que René réalisa qu'il n'avait pas vérifié son téléphone une seule fois pendant tout ce temps. Pas une seule fois en 45 minutes. Il ne savait plus exactement quand c'était arrivé la dernière fois. Il chercha dans sa mémoire et ne trouva rien. Peut-être des années, peut-être jamais. Il resta assis 1 minute dans le stationnement devant la boulangerie fermée, les clés dans la main, sans démarrer. Dehors, la pluie continuait. Les semaines qui suivirent eurent cette texture particulière des périodes que l'on reconnaît comme importantes seulement après coup, quand on les regarde dans le rétroviseur et qu'on comprend que quelque chose s'était construit là, discrètement, dans l'intervalle des journées ordinaires. René continua de venir au bistrot de la famille. Mais les visites changèrent de nature. Elles n'étaient de plus des demi-heures silencieuses autour d'un café. Elles devenaient des points fixes dans la semaine, des repères vers lesquels il se dirigeait avec une intention qu'il ne formulait pas encore clairement, mais qui orientait ses après-midi plus sûrement que n'importe quel agenda. Il arrivait toujours dans les heures creuses, jamais pendant les pics de service. Une considération que Daniel nota sans le dire, parce que c'était le genre de détail que seul quelqu'un qui avait vraiment fait attention à elle pouvait connaître.
Ils avaient trouvé un rythme. Dans les intervalles du service, quand la salle respirait entre deux couverts, Danielle s'arrêtait à la table 12 quelques minutes. Pas assise, jamais assise, toujours prête à repartir si une table appelait, mais présente, vraiment présente, dans cette façon d'être entièrement là même quand on se tient debout au bord de quelque chose. Il parlait de tout et de rien, avec la désinvolture progressive des gens qui ont renoncé à l'effort de première impression et qui peuvent maintenant se permettre d'être exacts. Elle lui parla de ses années de lycée à Creil, de la façon dont elle avait grandi dans un appartement où le chauffage tombait en panne chaque hiver et où sa mère réchauffait le salon avec le four de la cuisine, ce qui donnait à la pièce une odeur de pain qui durait jusqu'au printemps. Elle lui parla du premier service qu'elle avait assuré au bistrot de la famille, 19 tables en solo, parce que la collègue n'était pas venue. Patrick, qui l'observait depuis le bar, avec cette expression des hommes qui savent déjà ce qu'ils vont voir, avant que vous le prouviez, et elle qui avait tenu les 19 tables sans perdre un seul sourire, pas par orgueil, mais parce que c'était ce que le travail demandait, et qu'elle ne connaissait pas d'autre façon de faire les choses. René l'écoutait avec cette attention complète qui était devenue sa façon d'être avec elle, sans téléphone, sans ce regard périphérique qui guette les notifications sur l'écran retourné sur la table, juste cette présence entière et un peu inhabituelle chez quelqu'un dont la vie entière était structurée autour de la dispersion. Elle lui parla de sa mère. Pas du diagnostic, pas des médicaments et des rendez-vous médicaux, mais de sa mère elle-même, Geneviève, qui avait été couturière pendant 35 ans et qui cousait encore parfois de mémoire, les doigts cherchant les points sans que les yeux en aient les besoins, certains gestes survivant aux mots quand les mots commençaient à manquer. Lui parla de Isabelle avec moins de résistance qu'il ne l'aurait cru. Pas tout, pas encore, mais les contours. La façon dont elle riait, qui était bruyante et décomplexée, et qu'il avait surpris dès la première fois, parce qu'il avait grandi dans une famille où l'on apprenait à rire poliment, avec discrétion, sans déranger. L'accident, qu'il évoqua en 2 phrases exactes, avec la précision clinique de quelqu'un qui a appris à le formuler de façon à ce que l'interlocuteur comprenne sans que lui ait à revivre. Et le silence qui avait suivi, pas le silence de la maison, mais le silence intérieur, cette espèce d'anesthésie volontaire où il s'était réfugié et qu'il avait fini par confondre avec du fonctionnement normal. Daniel l'avait écouté sans bouger, sans hocher la tête à intervalles réguliers pour signaler sa compassion comme on signale sa présence dans les couloirs. Elle avait juste écouté, les yeux posés sur lui avec quelque chose de tranquille et de sérieux qui n'était ni de la pitié ni de l'admiration. Juste de la reconnaissance simple d'une douleur qui existe et qui mérite d'exister sans être immédiatement résolue. Ce n'était pas de l'amour encore, c'était quelque chose d'antérieur à l'amour, quelque chose que l'amour suppose mais ne garantit pas, cette certitude progressive qu'en présence d'une personne particulière, on est autorisé à être exact. Le problème vint de là où René aurait dû l'anticiper. Béatrice Lambert était avocate associée chez Mercier Lambert Conseil, le cabinet qui gérait les affaires juridiques de Cavalier Immobilier depuis 11 ans. Elle avait 42 ans, un appartement au Marais, un réseau social qui couvrait une portion significative du marché immobilier parisien et une façon d'occuper les réunions qui avait toujours légèrement irrité René. Cette présence, à la fois compétente et calculée, cette manière de faire coïncider exactement ses intérêts personnels avec ce qu'elle présentait comme des conseils professionnels objectifs. Il lui faisait confiance dans les dossiers. Il s'était toujours méfié du reste. Béatrice avait remarqué René Cavalier comme autre chose qu'un client depuis environ 18 mois. Elle l'avait signalé de ces façons qui ne se disent pas directement mais qui se lisent clairement. Une invitation à un vernissage, une suggestion de dîner de travail dans un restaurant particulièrement peu propice au travail, une façon de poser la main sur l'avant-bras pendant les réunions qui duraient exactement 1 seconde de trop. René avait choisi de ne pas voir, parce que voir impliquait une réponse, et que les réponses dans ces registres-là lui semblaient toujours disproportionnées par rapport à l'effort.
Ce fut Armand Lefebvre, directeur associé de Cavalier Immobilier, qui lui en parla un matin de début avril, dans le bureau de René au 22e étage, avec cette façon directe et un peu inconfortable qu'Armand avait d'aborder les sujets qu'il aurait préféré éviter. Béatrice a dit quelque chose à Marion lors du déjeuner de jeudi. René leva les yeux de son écran. Quoi? Que tu fréquentais la serveuse du marché d'Aligre? Armand prit une légère pause. Ça a circulé? René ne répondit pas immédiatement. Il y avait, dans la façon dont Armand avait dit la serveuse, pas de malveillance. Armand n'était pas un homme malveillant, mais une désignation, une façon de ranger quelqu'un dans une catégorie avant même d'avoir fini la phrase. Et cette désignation-là faisait quelque chose d'inconfortable et de précis dans la poitrine de René. Le conseil a posé la question, continua Armand, avec le ton de quelqu'un qui rapporte des faits qu'il ne cautionne pas, mais qu'il ne peut pas ignorer. La levée de fonds de 10 millions. Ils parlent d'image publique. Tu connais leur façon de formuler les choses. René connaissait leur façon de formuler les choses. Il l'avait apprise au fil de 15 ans de réunions de conseil d'administration, de présentations aux investisseurs, de dîners où chaque mot avait un coût et où la prudence était valorisée au-dessus de presque tout. Il savait exactement ce que image publique voulait dire dans la bouche de Gilles Marchais, 61 ans, président du conseil de surveillance, qui n'avait jamais eu besoin de préciser ses réticences, parce qu'il les exprimait toujours dans les questions qu'il ne posait pas. Il dit à Armand que c'était noté. Armand s'en alla. René resta face à son écran un long moment, les mains posées à plat sur son bureau, à regarder les chiffres d'un bilan trimestriel qui ne lui disait plus rien d'intéressant. Ce soir-là, il envoya un message à Daniel pour annuler leur café du lendemain, un empêchement professionnel, formulation exacte, neutre, qui ne demandait pas de suite et n'en proposait pas. 3 jours plus tard, il annula de nouveau. Il ne s'expliqua pas, il ne donna pas de détails. Les messages étaient courts, corrects, de cette politesse froide qui dit tout ce qui n'est pas dit. Daniel lut le 2e message debout dans l'arrière-salle du bistrot, entre 2 services, son téléphone dans une main et une carafe d'eau dans l'autre. Elle n'eut pas besoin d'une 3e annulation pour comprendre. Elle était garçonnière depuis 5 ans dans un restaurant où transitaient chaque jour des dizaines de personnes de milieux et d'humeurs différents. Elle avait développé depuis longtemps cette capacité à lire les sous-textes, à entendre ce qui se dit dans ce qui n'est pas dit, à comprendre qu'un silence a autant de contenu qu'une phrase et parfois beaucoup plus. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentit. C'était quelque chose de plus calme et de plus douloureux que la colère. La confirmation tranquille d'une chose qu'elle avait su depuis le début, que certains espaces ne sont pas faits pour tout le monde de la même façon, que les distances sociales ont une façon de se rappeler aux bons souvenirs des gens qui oublient un moment de les calculer. Elle ne lui répondit pas. Elle remit le téléphone dans sa poche, prit la carafe et retourna en salle. La semaine suivante, quand René apparut au bistrot de la famille un mardi en milieu d'après-midi, Daniel était à la table 7 avec un groupe de 4 personnes. Elle le vit entrer. Il le sut. Elle ne fit aucun geste vers lui, aucun signe de reconnaissance, juste ce regard d'une seconde qui note et passe. Puis elle se tourna vers ses clients et continua sa phrase exactement là où elle l'avait interrompue. Elle alla voir Yasmina avant qu'il s'installe. « Si quelqu'un prend la 12, tu peux gérer. » Yasmina regarda dans la direction de la table 12, puis vers René qui s'installait. Elle ne posa aucune question. Bien sûr, René attendit 10 minutes que quelqu'un prenne sa commande. Ce fut Yasmina qui vint, souriante, efficace, sans rien d'anormal dans son comportement, juste une autre serveuse que d'habitude. Il commanda un café. Il but le café. Il attendit encore un peu, les yeux sur la salle, à observer Daniel traverser l'espace de table en table avec cette précision fluide qu'il connaissait maintenant par cœur. Elle ne s'approcha pas de la table 12, pas une fois en 50 minutes. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était pire que de l'hostilité, c'était de la dignité. La façon dont quelqu'un qui a compris un message le confirme en réponse avec sa propre clarté, sans drame, sans scène, sans lui donner le relief qu'il n'a pas mérité. Daniel Moreau lui disait
avec 50 minutes de distance professionnelle parfaitement maintenue, exactement ce qu'elle aurait dit avec des mots si les mots avaient été nécessaires. Ce n'était pas nécessaire. Elle ne lui devait pas les mots. René paya l'addition, laissa le pourboire habituel sur la table et sortit. Il s'arrêta sur le trottoir dans l'air froid d'avril. Un autobus passa. Un enfant en bas âge, dans une poussette, regardait le ciel avec l'air de quelqu'un qui examine une question complexe. René mit les mains dans les poches de son manteau et marcha jusqu'à sa voiture sans se retourner. Il rentra au bureau, relança 3 dossiers en attente, répondit à 11 messages, appela Armand pour un point sur la levée de fonds. Fit exactement ce qu'il savait faire. Remplir chaque espace disponible avec de l'activité, maintenir le mouvement constant pour que le silence n'ait pas de place où s'installer. À 22h30, dans son bureau désert, les lumières de la défense réfléchies sur le verre de sa fenêtre, il réalisa ce qu'il avait fait. Pas ce qu'on lui avait demandé de faire, ce qu'il avait fait. Personne ne lui avait dit d'annuler. Armand lui avait rapporté des faits. Le conseil avait posé une question. Et lui avait répondu à cette question avant même qu'elle soit posée clairement. Il s'était exécuté dans le silence de sa propre anticipation. Il avait sacrifié quelque chose de réel sur l'autel de quelque chose d'abstrait. Et il l'avait fait avec la discrétion lâche de quelqu'un qui préfère ne pas avoir à s'expliquer. Ce n'était pas de la prudence, c'était de la peur. Et la peur, René Cavalier la connaissait sous toutes ses formes, mais celle-là, la peur de ce que les autres pensaient, était la plus honteuse, parce qu'elle n'avait même pas la dignité d'être identifiable à première vue. Il y a là un jeudi soir, 1 heure avant la fermeture. La salle était presque vide. 2 tables finissaient leur repas dans le fond. Une conversation basse entre elles, le bruit des couverts posés sur les assiettes. Daniel balayait le sol du centre de la salle avec ce geste régulier et mécanique de quelqu'un qui a fait ce mouvement suffisamment de fois pour qu'il n'exige plus d'attention particulière. Les bras qui travaillent, pendant que la tête est ailleurs. Elle l'entendit entrer. Elle continua de balayer. René s'arrêta au milieu de la salle, à 3 mètres d'elle. Il ne s'assit pas. « Je voulais t'expliquer. » Daniel balaya. Le balai alla vers la gauche, revint au centre, repartit vers la droite. « Tu n'as pas besoin. » Sa voix était posée, sans aspérité. « J'ai compris, Daniel. » « Non. » Elle s'arrêta. Pas brusquement. Elle posa le balai contre sa cuisse et le regarda avec cette expression tranquille qui ne demandait rien et n'attendait rien. « Tu n'as rien à expliquer. Ces choses-là arrivent. On croit qu'on peut s'extraire de l'endroit où on est et puis le monde vous rappelle que non. C'est normal. » Elle reprit le balai. « Merci pour les pains au fromage. » René resta immobile au milieu du salon vide. Le balai allait et venait. L'une des 2 tables du fond demanda l'addition. Yasmina y alla. Ce fut la première fois depuis des années qu'une personne prenait congé de lui avant qu'il ait eu le temps de se dérober lui-même. Et ce congé-là, formulé sans amertume, sans reproche, avec cette élégance particulière de quelqu'un qui connaît exactement sa valeur et n'a pas besoin de la faire peser sur quiconque, avait une façon de rester dans la gorge qu'aucune réunion de fin de soirée ne pourrait déloger. Il sortit sans répondre, parce qu'il n'avait rien à répondre, parce que Daniel Moreau avait dit la vérité avec 7 mots et un sourire qui ne promettaient rien, et que la vérité, quand elle est dite de cette façon-là, ne laisse aucun espace pour la négociation. René passa les 2 semaines suivantes à faire exactement ce qu'il avait toujours fait quand quelque chose devenait trop difficile à regarder en face. Il travailla. Il arriva au bureau à 7 heures du matin, les 14 jours consécutifs. Il relança la levée de fonds avec une énergie que ses associés interprétèrent comme un regain de motivation professionnelle et qui n'était que de la fuite organisée, cette façon particulière qu'il avait de transformer chaque heure disponible en obligation concrète pour ne pas avoir à habiter le silence de sa propre tête. Mais le silence l'attendait quand même. Il l'attendait dans le trajet entre la Défense et le Trocadéro, dans les 20 minutes de voiture où il n'y avait plus de réunion à préparer ni d'appel à passer, juste la ville qui défilait derrière le pare-brise et ses propres pensées qui revenaient avec la persistance tranquille des choses qu'on n'a pas encore résolues. Il l'attendait dans l'appartement du soir, quand Lucas dormait déjà,
et que les pièces grandes et bien meublées avaient cette façon de résonner légèrement, comme si l'espace était proportionné pour plus de monde que ce qu'il contenait. Il l'attendait dans les repas du midi avalés, seul devant son écran, dans les matins où il préparait le café sans penser à rien de particulier et se retrouvait debout face à la fenêtre pendant 5 minutes sans savoir exactement ce qu'il regardait. Ce fut Lucas qui dit quelque chose en premier. Un mercredi soir, l'un des rares où René était rentré avant 20 heures, avait réchauffé de la soupe, s'était assis à la table avec son fils, au lieu de manger debout au comptoir de la cuisine, comme il en avait pris l'habitude depuis des mois. Lucas mangeait en lisant, ce qu'il faisait souvent, le livre posé à gauche de l'assiette, les yeux qui allaient de la page à la cuillère, avec une synchronisation parfaite de lecteur de longue date. René l'observa un moment. La façon dont son fils tournait les pages, sans lever la tête, ce signe imperceptible de concentration complète que lui-même n'éprouvait plus depuis longtemps. Lucas avait les mêmes épaules qu'Isabelle. Cette constatation lui traversa l'esprit avec la netteté d'un objet qu'on retrouve dans un tiroir oublié. Pas douloureuse exactement, juste précise. « Tu vas bien ?» dit Lucas, sans lever les yeux de son livre. « Oui » dit René. Lucas tourna une page. « Tu mens. » René ne répondit pas immédiatement. Son fils avait 12 ans et cette façon directe des enfants qui ont grandi dans les silences d'adultes, qui ont appris à lire les atmosphères parce que personne ne leur expliquait les choses et qui finissent par devenir meilleurs décodeurs que la plupart des adultes de leur entourage. « Je vais bien », répéta René. Lucas referma son livre, le premier signet glissé entre les pages avec soin. Il regarda son père avec ses yeux bruns qui n'avaient pas encore tout à fait décidé s'ils ressemblaient davantage à ceux d'Isabelle ou aux siens. « C'est la dame du restaurant ?» René posa sa cuillère. « Quel restaurant ?»« Celui près du marché d'Aligre. » Lucas dit ça avec le naturel de quelqu'un qui mentionne une évidence. « Tu y allais souvent, et maintenant tu n'y vas plus, et tu es comme ça. » Il y avait dans le comme ça une signification que René ne demanda pas à préciser parce qu'il la comprenait parfaitement. Ce comme ça voulait dire quelque chose de spécifique et d'observable. Cette façon d'être présent sans être là, de répondre aux questions sans vraiment sortir de ses propres pensées, cette qualité d'absence particulière qui était différente de l'absence ordinaire de travail, plus dense, plus intérieure. René regarda son fils pendant un long moment. « Elle s'appelle Danielle, dit-il. » Lucas hocha la tête avec la sagesse sobre d'un enfant qui n'a pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Il rouvrit son livre. Il était retourné à sa page depuis 30 secondes quand il dit, sans lever les yeux, « On pourrait y aller dîner. » Ce fut Armand, de façon inattendue, qui mit un terme à la question du conseil sans que René ait eu à le faire lui-même. Lors d'une réunion de coordination début mai, Gilles Marchais avait évoqué certains éléments de contexte personnel d'une façon suffisamment oblique pour que tout le monde comprenne sans que personne n'ait à s'exposer dans ce registre de communication que les conseils d'administration avaient élevé au rang de forme artistique. Armand, à qui personne n'avait demandé son avis, avait dit calmement que la vie privée du dirigeant ne lui semblait pas un critère d'évaluation pertinent pour une levée de fonds et qu'il serait heureux d'entendre en quoi le lieu de restauration préféré d'un dirigeant affectait son bilan trimestriel. Marchais avait regardé Armand avec l'expression de quelqu'un qui range une information pour plus tard et avait changé de sujet. René n'avait rien dit pendant cet échange. Il avait regardé Armand reprendre ses notes avec cette placidité de quelqu'un qui vient de dire une chose évidente et qui n'en fait pas davantage. Et quelque chose dans cette scène, le fait qu'Armand l'ait défendu sans y être invité, sans stratégie apparente, juste parce que c'était juste, lui fit toucher du doigt quelque chose qu'il avait refusé de regarder depuis des semaines. Il avait eu peur, il avait laissé la peur décider à sa place. Et en laissant la peur décider, il avait fait exactement ce qu'il reprochait à l'époque de sa vie d'après l'accident. Agir par défaut, par réflexe, par évitement, au lieu d'agir par choix. Ce soir-là, de retour chez lui, il appela le cabinet de la Drefontaine. Il laissa un message.
Il avait déjà le numéro dans son répertoire depuis 4 ans. Une collègue le lui avait glissé après le décès d'Isabelle, avec cette délicatesse des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas aider, mais qui préparent le terrain pour quand quelqu'un sera prêt. Il avait gardé le numéro sans jamais s'en servir, par ce principe confus que consulter impliquait d'admettre quelque chose qu'il préférait laisser hors de portée. La Drefontaine le rappela le lendemain matin. La première séance eut lieu un vendredi après-midi, dans un cabinet rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement. Une pièce aux murs clairs, 2 fauteuils face à face, une fenêtre sur un jardin intérieur où un arbre avait commencé à bourgeonner avec le mois de mai. La Drefontaine avait 50 ans environ, des cheveux gris coupés courts et une façon d'écouter qui rappelait à René, de façon tout à fait inattendue, la façon dont Daniel écoutait, sans remplir les silences, sans transformer chaque pause en question, juste cette présence pleinement là qui autorisait les mots à venir à leur propre rythme. Il ne parla pas d'Isabelle lors de cette première séance. Il parla de Lucas. Il parla de ces matins où il partait avant que son fils soit réveillé et rentrait après qu'il soit endormi, de ces week-ends où le téléphone professionnel sonnait pendant les repas et où il décrochait systématiquement parce que l'habitude avait fini par manger l'intention, de cette façon dont il avait appris à confondre être occupé avec être utile. La Drefontaine l'écoutait. Elle posait parfois une question brève et précise, du genre que seul quelqu'un qui a vraiment entendu peut formuler. À la fin de la séance, elle lui demanda ce qui l'avait amené à appeler maintenant, après 4 ans d'un numéro gardé sans être composé. René réfléchit honnêtement. Quelqu'un m'a dit merci pour un pain au fromage, et c'est la chose la plus honnête qu'on m'ait dite depuis très longtemps. La Drefontaine hocha la tête. Elle nota quelque chose dans son carnet. Elle ne dit pas que c'était révélateur, ni que c'était un bon signe, ni rien de ce que les gens disent habituellement pour envelopper les vérités dans quelque chose de plus facile à porter. Elle dit « la semaine prochaine, même heure ». Le samedi suivant, René et Lucas allèrent dîner au bistrot de la famille. René n'avait pas prévenu. Il n'avait pas de plan précis non plus. Il savait seulement qu'éviter un endroit par peur de ce qu'on y pourrait ressentir était exactement le type de comportement qu'il venait de passer 1 heure à examiner avec la Drefontaine, et qu'il était temps de se conduire différemment, même si différemment n'avait pas encore de forme très claire. Lucas entra le premier, avec cette décontraction des enfants qui ne chargent pas les endroits du poids de ce qui s'y est passé avant eux. Il choisit une table côté fenêtre, s'assit, prit la carte et commença à la lire avec le même sérieux qu'il appliquait à ses livres. René s'installa en face de lui. La salle était à moitié pleine, le bruit ordinaire du vendredi soir, couverts, conversations croisées, une chaise raclant le sol, quelqu'un qui riait trop fort dans le fond. Daniel apparut depuis la cuisine avec 2 assiettes à déposer à la table d'à côté. Elle ne vit pas René immédiatement. Elle était concentrée sur l'équilibre des assiettes, sur l'angle d'approche de la table. Puis elle redressa la tête et leurs regards se croisèrent. Elle s'arrêta une fraction de seconde, juste une. Puis elle posa les assiettes, sourit aux clients de la table voisine et vint vers eux avec le carnet dans la poche. « Bonsoir ». Sa voix était neutre, professionnelle, celle qu'elle utilisait avec tous ses clients, sans inflexion particulière dans un sens ni dans l'autre. « Bonsoir », dit René. Lucas leva les yeux de la carte. Il regarda Daniel avec cette curiosité ouverte des enfants qui n'ont pas encore appris à dissimuler l'intérêt. Puis il regarda son père. Puis il regarda Daniel de nouveau. « C'est vous la dame du restaurant ?» dit-il. Un silence d'1 seconde. Daniel le regarda. René ferma légèrement les yeux. « Je m'appelle Daniel », dit-elle à Lucas avec un sourire qui cette fois n'était plus professionnel. C'était autre chose, plus direct, plus vrai. Le genre de sourire qu'on réserve aux enfants qui disent la vérité sans calcul. Lucas. Il lui tendit la main avec un sérieux cérémonieux qui était comique et touchant à la fois. Daniel la serra. « Qu'est-ce qui est bon ce soir ?» Daniel lui parla du menu avec la même attention qu'elle accordait à tous ses clients, sans condescendance, sans simplification, avec ce respect naturel qu'elle avait pour les gens, indépendamment de leur âge ou de leur état. Lucas l'écouta, posa 2 questions précises.
se décida pour le poulet rôti aux herbes. René commanda sans regarder la carte. Daniel s'éloigna. Lucas la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse vers les tables du fond. Puis il se retourna vers son père avec cette expression réfléchie qui faisait paraître ses 12 ans plus vieux qu'il n'était. « Tu l'aimes bien ?» dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une observation, posée avec la tranquillité factuelle de quelqu'un qui constate quelque chose d'évident et choisit de le nommer simplement parce que nommer les choses clairement est plus honnête que de les laisser flotter sans contour. René regarda son fils. Il ne nia pas. Il lui fallut encore une semaine pour décider de la forme que prendrait ce qu'il voulait faire. Non pas parce qu'il manquait de certitude, la certitude était là depuis plus longtemps qu'il ne l'avait admis, mais parce qu'il voulait être exact. Il ne voulait pas arriver avec des excuses qui auraient placé Daniel dans la position de devoir pardonner quelque chose qu'elle n'avait jamais reproché. Il ne voulait pas arriver avec une déclaration qui aurait alourdi de sentiments ce qu'il voulait d'abord construire sur du concret. Il voulait arriver avec quelque chose qui lui ressemblait, et qui lui ressemblait à elle aussi, quelque chose d'honnête, de mesurable, de réel. Il passa 3 jours à préparer 2 documents. Le premier était une proposition de partenariat de la Cavalier Immobilier pour la rénovation partielle du bistrot de la famille, financement en échange d'une présence discrète sur les supports de communication de l'entreprise, formule que ces services utilisaient régulièrement pour des partenariats avec des commerces de quartier dans le cadre de leur projet de réhabilitation urbaine. Il en avait parlé avec Patrick, le propriétaire, lors d'un appel de 20 minutes la semaine précédente. Patrick avait écouté, posé 4 questions, demandé à voir les termes par écrit. Le deuxième document était un contrat de mission de consultante en expérience client. 350 heures annuelles réparties en sessions flexibles adaptées à ses horaires au bistrot pour une mission concrète, accompagner la formation des équipes de front office de Cavalier Immobilier dans les protocoles d'accueil client. Rémunération mensuelle de 3 700 €, contrat d'indépendante, renouvellement annuel. Ce n'était pas un geste symbolique. C'était un poste réel, créé parce qu'il était réel, identifié parce qu'il était nécessaire. Ces équipes commerciales avaient les meilleures présentations de produits du secteur et le pire taux de fidélisation client de leur catégorie, ce qui voulait dire que le problème n'était pas le produit, mais la relation, et que la relation, Daniel Moreau, en maîtrisait les mécanismes avec une précision que 5 ans de formation interne n'avaient pas réussi à enseigner à ses commerciaux. Il avait relu les 2 documents 4 fois. Il les avait fait relire par Armand, qui avait soulevé une question sur la clause de non-concurrence et une autre sur la durée de résiliation. Il les avait corrigés. Il les avait imprimés le jeudi soir et glissés dans une pochette sobre, sans en-tête visible, sans note de couverture. Il arriva au bistrot de la famille le vendredi à 21h45. Le service touchait à sa fin. 2 tables encore occupées dans le fond. Yasmina qui débarrassait côté droit, Patrick qui comptait la caisse derrière le bar. Daniel essuyait le zinc du comptoir. Elle l'entendit entrer et leva les yeux. René posa la pochette sur le comptoir devant elle. Il garda la main dessus une seconde, puis la retira. « Ce ne sont pas des excuses, dit-il. J'aurais dû mieux me conduire, et tu le sais. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. » Daniel regarda la pochette sans la toucher. « Ouvre-la, dit-il. » Elle l'ouvrit. Elle sortit les 2 documents, les posa à plat sur le zinc propre et commença à lire. Pas en diagonale, vraiment lire, ligne par ligne, avec cette concentration attentive de quelqu'un qui a appris à ne signer rien qu'elle n'avait pas compris entièrement. René attendit debout de l'autre côté du comptoir, sans parler, sans remplir le silence de commentaires explicatifs. Il la laissa lire. Elle mit 11 minutes à parcourir les 2 documents complets. 2 fois, elle revint en arrière pour relire un paragraphe. Puis, elle posa les feuilles et le regarda. « La clause d'exclusivité au paragraphe 7, dit-elle. Elle est trop large. Je ne peux pas m'engager à ne pas exercer d'activité de conseil ailleurs pendant toute la durée du contrat. » René hocha la tête. « C'est raisonnable. On peut la limiter au secteur immobilier. Et le délai de préavis à l'article 12. 3 mois, c'est long pour un contrat d'indépendante à ce niveau de rémunération. 2 mois de chaque côté.
Elle le regarda encore un moment. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui évaluait. Pas lui, pas ses intentions, mais la solidité de ce qu'il posait là, la différence entre un geste qui ressemble à de la générosité et quelque chose qui tient debout quand on le soumet au réel. « Ce n'est pas de la charité, dit-elle. Ce n'était pas une question. Non, dit René. C'est de la reconnaissance de compétence. Tu traites chaque client de cet endroit comme si c'était la seule personne dans la pièce. Mes commerciaux, eux, font sentir aux clients qu'ils sont interchangeables. La différence entre les deux, ça a une valeur de marché. J'aurais dû le voir et le dire beaucoup plus tôt. » Daniel regardait les documents sur le zinc. Patrick, de l'autre côté du bar, faisait semblant de ne pas écouter avec une discrétion tout à fait transparente. Elle prit un stylo dans sa poche, le même stylo bleu dont elle se servait pour les commandes, et nota les 2 modifications dans la marge du contrat avec une écriture rapide et précise. Elle signa au bas de la dernière page, « Data », et fit glisser le document vers René. Aucun des deux ne dit rien d'autre ce soir-là sur ce qui n'était pas dans les documents. Ce n'était pas nécessaire. Certaines choses se construisent de mieux quand on leur laisse le temps de trouver leur propre forme, sans les nommer trop tôt, sans les presser de ressembler à ce qu'elles ne sont pas encore tout à fait. René signa la copie, la rendit à Daniel. Il reprit la sienne. Il remit son stylo dans la poche de sa veste. « Lundi matin, 9 heures, dit-il. « Si ça te convient. »« 9 heures, dit Daniel. 6 mois passèrent. Geneviève avait maintenant une aide à domicile 3 matins par semaine. Une femme de 55 ans qui s'appelait Claudine, qui connaissait la différence entre être patiente et être condescendante, et qui avait découvert au 3e rendez-vous que Geneviève se souvenait encore de toutes les paroles de Piaf, même quand les mots ordinaires lui échappaient. Les mardis matins, Claudine et Geneviève chantaient dans la petite cuisine de Saint-Denis, et Daniel entrait parfois dans l'appartement après sa session de travail pour les trouver toutes les 2 à table avec du café, le son de « La vie en rose » flottant par-dessus les bruits de la rue. Estelle avait finalement trouvé un stage à Paris pour le 2e semestre. Elle dormait sur le canapé de Daniel 2 nuits par semaine, laissait des croquis partout et achetait des fleurs au marché d'Aligre le dimanche matin, comme si c'était une forme de loyer. Daniel ne lui demanda pas d'arrêter. Lucas avait eu 13 ans en septembre. René avait fermé son téléphone à 18 heures ce jour-là et l'avait gardé fermé jusqu'au lendemain matin, ce qui ne s'était pas produit un jour de semaine depuis si longtemps qu'il n'arrivait même pas à dater la dernière fois. Ils avaient dîné dehors tous les 2, puis ils étaient rentrés à pied depuis le restaurant jusqu'à l'appartement, 1 heure de marche le long de la Seine. Lucas, qui parlait d'un roman qu'il était en train de lire, et René, qui l'écoutait vraiment, sans ce regard périphérique de distraction que son fils avait appris à reconnaître et à ne plus relever. Il dormait avant minuit maintenant. Pas tous les soirs, il y avait encore des périodes de dossiers intenses, des périodes de tension sur les dossiers en cours, des nuits où l'écran d'ordinateur restait allumé trop tard dans le salon. Mais le mouvement général s'était inversé. Il y avait une direction différente, même si elle n'était pas linéaire, même si elle avait ses reculs et ses hésitations. Les choses qui changent vraiment ne changent jamais d'un seul geste. Un dimanche de novembre, Daniel et René marchaient sur les quais de la Seine, côté rive gauche, entre le pont de la Tournelle et le pont de l'Archevêché. L'air sentait la pierre mouillée et les feuilles mortes, cette odeur d'automne parisien qui n'appartient qu'à l'automne parisien, précise et un peu mélancolique, comme quelque chose qui sait qu'il va manquer avant même d'être parti. Les bouquinistes avaient fermé leurs boîtes vertes pour la saison. Les platanes le long du quai avaient perdu leurs feuilles depuis 2 semaines et tendaient leurs branches dans l'air gris, avec une façon d'avoir l'air moins triste que serein. Daniel avait les mains dans les poches de son manteau marron, les épaules légèrement rentrées contre le froid, mais son visage était tourné vers la Seine avec cette expression tranquille et un peu distante de quelqu'un qui pense à plusieurs choses en même temps, sans que aucune d'elles ne soit urgente. Elle marchait au même rythme que René, ni trop vite ni trop lentement, ce rythme commun qui s'établit naturellement entre 2 personnes qui ont appris la cadence de l'autre. Elle pensait à Claudine, qui chantait avec sa mère, à Estelle, qui avait envoyé une photo de son premier projet de stage la veille avec 2 points d'exclamation dans le message.
ce qui voulait dire qu'elle était vraiment fière, parce qu'Estelle n'utilisait les points d'exclamation qu'à bon escient. À Lucas, qui lui avait demandé la semaine dernière ce qu'elle avait pensé d'un livre en particulier, avec l'air de quelqu'un dont l'opinion comptait vraiment, pas par politesse, mais par intérêt réel. À sa mère, qui ce matin avait regardé par la fenêtre de la cuisine et dit « Le ciel est beau aujourd'hui », d'une voix nette et complète, sans chercher ses mots, et Daniel avait répondu « oui », et elles étaient restées un moment toutes les deux à regarder le ciel par la fenêtre de l'appartement de Saint-Denis, ensemble dans le matin simple d'un dimanche. Elle pensa à la nuit de septembre de l'année précédente, où elle avait monté dans la mauvaise voiture et s'était endormie, avant de trouver les mots pour donner son adresse correctement. Elle pensa au reflet d'un homme fatigué dans un rétroviseur, au phare s'allumant sous sa fenêtre, à la lumière de l'appartement qu'elle avait allumé et qui avait dit « Je suis arrivé à quelqu'un qui attendait de le savoir ». À sa droite, René avait ralenti imperceptiblement. Il regardait la Seine, les reflets des ponts à la surface de l'eau, ces longues arches doublées d'elles-mêmes dans le courant, tremblantes et précises à la fois. Il pensa à Isabelle sur ce même quai, des années avant, qui levait le visage vers le ciel pour vérifier quelque chose qu'il n'avait pas pensé à lui demander. Il se demanda ce qu'elle vérifiait. Il pensa que peut-être ce n'était pas si important de le savoir, que l'image suffisait. Isabelle, avec le visage tourné vers le ciel, lumineuse et un peu mystérieuse, cette façon qu'elle avait d'habiter complètement chaque moment qu'elle traversait, cette leçon qu'il avait mise 6 ans à commencer d'apprendre. Il ne ressentit pas de culpabilité à cette pensée. Juste quelque chose de doux et un peu triste, comme on ressent la dernière page d'un livre qu'on a aimé. Pas le regret que ce soit fini, mais la gratitude que ça ait existé. Daniel s'arrêta. Elle regardait une péniche amarrée le long du quai, ses fenêtres allumées de jaune dans l'air gris, un pot de géranium rouge, incongrument rouge, absurdement vivant, posé sur le bord du toit plat. « Mako, si quelqu'un me demande comment je t'ai rencontré, dit-elle, sans se tourner vers lui, je ne sais pas quoi dire. » René s'arrêta à côté d'elle. Il regarda les géraniums rouges lui aussi. « Tu pourrais dire la vérité. » Elle eut un petit sourire. Pas large, juste ce léger mouvement au coin de la bouche qui arrive quand on se souvient de quelque chose à la fois absurde et parfait. Que je suis monté dans le mauvais Uber un soir où j'étais tellement fatigué que je n'aurais pas reconnu mon propre reflet. Que tu es monté dans le mauvais Uber, dit René, et que c'est la meilleure décision que tu n'as pas prise. Elle rit cette fois, vraiment. Le corps entier, cette façon qu'elle avait de rire que Lucas avait décrit une fois comme rire avec les pieds et qui voulait dire que c'était un rire qui prenait toute la place disponible sans s'en excuser. Et là, sur ce quai de novembre, avec l'odeur de la Seine et les platanes nus et les géraniums rouges impossibles sur le toit de la péniche, René Cavalier comprit que c'était ça, pas les bons chiffres d'un trimestre, pas une levée de fonds réussie. Pas la vue depuis le 22e étage, sur une ville qui se déployait comme une maquette de luxe. C'était ça. Ce rire qui prenait toute la place. Cette femme qui avait lu 2 contrats avec un stylo bleu, avant de signer quoi que ce soit. Ce fils qui dormait quelques rues plus loin et qui avait dit « Tu l'aimes bien avec la certitude tranquille des gens qui voient clairement. » Cette péniche avec ses géraniums rouges absurdes dans l'automne gris. Ce n'était pas la richesse telle qu'il l'avait comptée pendant 44 ans. Ce n'était pas le succès tel qu'il l'avait mesuré, ni la réussite telle qu'il l'avait construite, ni la sécurité telle qu'il l'avait achetée. C'était quelque chose de beaucoup plus difficile à obtenir et de beaucoup plus facile à tenir dans les mains une fois qu'on avait arrêté de les crisper. C'était la présence. C'était le rire vrai, c'était le matin ordinaire, avec quelqu'un qui regarde le ciel par une fenêtre et dit « C'est beau aujourd'hui », et ça l'est. Et parfois, tout commence par la mauvaise voiture au bon moment. Yeah.